Bonjour et bienvenue dans notre premier Mobicon Spotlight Series en français. Je m'appelle Anna Taillez, je suis consultante en mobilité durable chez Mobicon, spécialisée sur les questions de réseau et d'infrastructures cyclables. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît qui nous rend visite à Delft dans notre studio. Alors Benoît, tu es un consultant indépendant, on collabore ensemble en France actuellement. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ? Eh bien, bonjour, Benoît Gadiolet. Je suis le créateur du bureau d'études et de l'agence de conseil Urbanisme et Mobilité. C'est une agence de conseil et d'expertise sur les questions de mobilité, de partage de l'espace public, que ce soit à pied, à vélo, en transport en commun, pas trop, et en circulation, en stationnement. Très bien, merci. Alors, Benoît, tu es arrivé avant-hier, aux Pays-Bas, par le train, depuis le sud-ouest de la France. C'est la première fois en 20 ans que tu reviens ici, donc c'est un peu comme une première fois. Je serais curieuse de savoir si tu trouves que jusqu'à présent, le paradis du vélo tient toutes ses promesses. Et si tu devais décrire un petit peu ton impression jusqu'alors en un mot, quel serait-il ? Alors, le paradis du vélo tient toutes ses promesses. Mais ce qui est évident et aussi un peu surprenant, on a tellement fantasmé ce paradis du vélo qu'on est surpris de voir des voitures, de voir des scooters, de voir des bus, que des choses très très normales en fait. Et du coup, en fait, c'est peut-être pas le paradis du vélo, les Pays-Bas, mais plus le paradis de la multimobilité, de l'intermodalité entre différents modes. On voit des personnes à pied, à vélo, en voiture. Évidemment, il y a de tout. Et tout fonctionne de façon très apaisée, très, très calme. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué dans un premier temps. C'est de voir à quel point, que ce soit les mobilités en général, l'espace public, le partage de l'espace public, l'interconnexion, les interférences entre les différents réseaux prioritaires, voitures ou vélos, fonctionnent au final très bien. Et on est dans un environnement très apaisé, très calme. Il n'y a pas de bruit aux Pays-Bas. C'est assez incroyable. On est dans une ville de plus de 100 000 habitants. Et ça me faisait penser récemment à une interview que j'avais lue sur une journaliste qui revenait de Chine en disant « On n'entend pas un bruit, il n'y a que des véhicules électriques. » Et là, on entend très peu de bruit, y compris en heure de pointe. Et ça contribue très fortement, je trouve, à donner une image, une impression très, très calme, très apaisée de cette ville, encore une fois, de plus de 100 000 habitants. Il y a 20 000 étudiants, c'est quand même très dynamique comme ville, mais on a l'impression d'être dans un village. On n'entend que les sonnettes de vélo. Les sonnettes, les vélos qui, là aussi, peut-être un petit point de surprise, on n'est pas que sur des super vélos aux Pays-Bas. Il y a quand même un peu des drouilles, il faut le dire. Les Homafits, on les appelle, ouais, voilà. Ces vélos de grand-mère. Alors, hier, on a été se promener justement à vélo. Je t'ai emmené faire un tour de Delft. Quelle a été ton impression en te déplaçant à vélo ? Et qu'est-ce qui te surprend le plus par rapport à la France dans cette expérience cycliste ? C'est la continuité. On part d'un point A à un point B, on emprunte différents types de réseaux, on est sur des vélos-rues, des voies cyclables, des giratoires, les fameux giratoires à la hollandaise. Et on ne se rend même pas compte, si on n'est pas un peu vigilant et attentif à l'environnement, qu'on change de réseau, de hiérarchisation du réseau, parce que tout est pensé pour être fluide, continu, évident. Alors on a vu aussi qu'il y avait des travaux, des fois qu'il y avait des interruptions sur le parcours initial, et ça se remarque à peine parce qu'au final le parcours est fléché, est dévié. On est sur quelque chose, encore une fois, de fluide, simple, efficace, peut-être pas forcément toujours hyper fancy. On a l'habitude d'avoir cette image d'Épinal de l'enrobé rouge. Bon, il y a des endroits, l'enrobé un peu plus ancien, il n'est pas rouge, et puis ça fonctionne très bien en fait. Et donc on voit aussi peut-être ce qui est assez remarquable, c'est peut-être ce pragmatisme dans l'aménagement, dans la conception. C'est peut-être pas le côté, il y a pas le 1% culturel ici, je pense, pour la décoration des ronds-points qu'on a en France, mais du coup, c'est peut-être pas plus mal, tu me diras, et puis de deux, voilà, on se concentre sur l'essentiel, la fluidité, la continuité, la facilité de déplacement.
Voilà, un petit peu comme un long fleuve tranquille, Un long le fleuve long des canaux. tranquille. Et voilà, un long fleuve tranquille le long des canaux. Pas comme le film. Tout à fait, pour ceux qui ont la ref. Alors, Benoît, toi, tu vis en Occitanie, c'est dans le sud-ouest de la France, dans un petit village à côté de Albi. S'il y a là, immédiatement, un concept, une idée que tu as vue ces derniers jours, que tu pouvais transposer illico dans là où tu vis, qu'est-ce que ce serait? C'est la continuité, c'est vraiment cette continuité. C'est continuité dans l'action publique. On voit que justement, il n'y a pas de culture vélo, il y a juste des process d'amélioration continue depuis 30, 40, 50 ans. Et on voit qu'il y a des choses plus anciennes, des choses qui seraient peut-être pas faites de la même façon aujourd'hui. Mais du coup, on a cette continuité dans la réflexion et ça se traduit du coup par cette continuité d'aménagement. Et c'est vraiment ça, je pense, qui est essentiel, c'est cette recherche de cohérence, de continuité, qui fait que ça fonctionne. Là où aujourd'hui, on a peut-être un peu de difficulté en France à penser justement à la continuité. On pense des fois à l'infra, on a une opportunité foncière ou autre qui fait qu'on va faire une super infra et puis bon, et ça s'arrête. Et ok, mais du coup, comment on connecte ceci à l'existant. Et c'est peut-être ça le plus dur, évidemment, hein, parce qu'à partir du moment où on a libéré le foncier, faire une infra, au final, c'est pas si compliqué. Mais justement, c'est cette recherche de continuité, de connexion qui est remarquable et qui est, à mon avis, la première chose à transposer, peut-être en admettant aussi qu'il est possible, dans un premier temps, de dire on n'a pas la solution parfaite pour le moment. Admettons qu'on fasse quelque chose d'un peu dégradé, on aura cette continuité, et puis au fur et à mesure, on améliorera. Et on retombe sur cette idée de continuité dans le process, dans l'aménagement, recherche d'amélioration continue. Et au-delà peut-être de l'infrastructure, ce que tu dis, ça me fait penser que hier, on a vu à vélo des gendarmes se déplacer. Est-ce qu'il n'y a pas ici peut-être aussi un enjeu d'aller convier en fait un maximum d'acteurs, et notamment acteurs publics, qui sont visibles dans l'espace public, de les inviter aussi à montrer l'exemple? Bien sûr, l'idée, à un moment donné, c'est pas de faire d'infra, c'est d'avoir des cyclistes. Et du coup, à un moment donné, une bonne infra sera utilisée. Et donc, du coup, montrer l'exemple en tant que collectivité locale, en tant qu'aménageur, de dire, vous voyez, je fais l'infra, c'est bien, mais de dire, je donne l'exemple en incitant mes agents à se déplacer en vélo, c'est se mettre, je pense, à la place de l'usager, y compris dans sa façon de faire. Ouais, très bien. Alors c'est vrai que les 2 derniers jours, là, on a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de concepts qu'on aimerait bien couvrir dans d'autres vidéos qui seront plus conséquentes, des webinaires, peut-être d'autres de ces podcasts. Il y avait notamment la question du micro-design, de ces détails de conception qui vont vraiment apporter une plus-value dans le cheminement sécurisé, continu, confortable des cyclistes. La question de l'intégration. Ce qui est marquant ici aux Pays-Bas, c'est il n'est pas seulement question en fait du succès d'un urbanisme cyclable, mais c'est comment le vélo a réussi à être intégré aux différentes politiques de mobilité, aux autres modes de déplacement. Exactement. Comment on crée une continuité, et surtout comment est bien travaillée, je pense, l'interface entre l'infrastructure de déplacement, de stationnement et le reste de l'espace public. Oui, et là, dans ce que tu viens de dire, il y a énormément de choses, mais du coup, il y a les logiques de réseau à l'échelle de la ville ou de l'intercommunalité, et il y a l'échelle du coup du micro-aménagement. Tout est important. La conception globale, la planification, la stratégie d'aménagement, mais aussi la réalisation, le détail, le soin apporté à la qualité d'aménagement. Et ça, c'est fondamental parce que c'est
ce que ressent l'usager en tant que cycliste, en tant qu'expérience du quotidien à pied ou en vélo. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est ce soin au détail sur les rayons de courbure, des aménagements. On n'a pas de ressaut en Hollande. Quand tu m'as demandé qu'est-ce qui m'étonne, on est quand même dans un pays, excusez-moi, un petit peu plus vieux, hein, no offense, mais comment on évacue les eaux pluviales ? On n'a pas de ressaut. En France, on a toujours des ressauts. Et ça, c'est quelque chose de fondamental en termes de pratique, de confort d'usage. Ouais. C'est fluide, hein, encore une fois, ça fonctionne. C'est fluide, la charge mentale des usagers et des cyclistes en tout cas, elle est pensée pour être la plus basse possible. Il y a aussi la question de la confiance, peut-être un mot qui me vient quand je pense au fait de faire du vélo ici. Ce que je vois, c'est que les usagers ont confiance envers le réseau, comme tu l'as dit, ils savent que ça va les mener à bon port, qu'ils vont être en sécurité, c'est l'infrastructure qui va les protéger avant tout. Ça explique notamment aussi le faible port du casque dans les environs. Mais je vois aussi qu'il y a cette confiance mutuelle entre les usagers. Oui, il y a ce body language, hein, langage corporel en français, ça y est, je trouve le mot, et cette interprétation du comportement de l'autre, au final, ça participe à cette fluidité, même si du coup, on a des fat bikes, et on a aussi des scooters sur les pistes cyclables aux Pays-Bas. Tu t'y attendais pas, ça. Non, je m'y attendais pas. Tu vas me demander, est-ce que c'est... Ah, lui, il est en infraction. Non, c'est vrai que c'est sur certaines pistes, avec la signalétique dédiée. Donc du coup, on peut avoir des vitesses différentes, des vélos très très différents. On a aussi vu beaucoup de tricycles adaptés, pas forcément, je pense, pour des personnes qui sont en très forte situation de dépendance, mais peut-être pour certaines, et d'autres plus un peu en perte d'autonomie. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'on a toute une variété de vélos, et le point commun de ce que j'ai pu observer ou comprendre, c'est cette interprétation du langage corporel de l'autre, du mouvement. Ça participe à cette fluidité, et ça participe aussi à cette perception d'apaisement que j'évoquais tout à l'heure. Dire, c'est très fluide, c'est très, très apaisé, parce qu'on a aussi une attention d'une personne à l'autre, d'un cycliste à l'autre, même s'il y a des volumes de cyclistes qui sont phénoménaux. Ça frotte pas, ça touche pas. Alors peut-être que j'étais pas au bon endroit ou aux heures de pointe, mais en tout cas de ce que j'ai pu observer, du coup quand même de façon très limitée et dans le temps et dans l'espace, mais ce que j'ai ressenti, c'est que voilà, il y a cette confiance et cette fluidité. Je reviens dessus, mais c'est vraiment étonnant. Vraiment important, ouais. Et peut-être une dernière question de ton expérience là, des derniers jours. Est-ce qu'il y a des choses où tu trouves au contraire que la France fait mieux peut-être que les Pays-Bas sur certains endroits? La question des scooters, est-ce que tu trouves ça justement dérangeant? Est-ce que... Parce que les Pays-Bas sont pas parfait non plus. Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir l'héritage des aménagements, de se dire, tiens, ici c'est peut-être un peu daté comme aménagement. Ceci dit, un aménagement un peu daté aux Pays-Bas, je pense que ça serait déjà quelque chose qui serait très apprécié en France, dans la plupart des situations. Mais oui, les scooters, il y en a, mais au final, il y a tellement de cyclistes que le scooter roule à la vitesse du cycliste ou un peu plus. On n'est pas sur un scooter qui roule à 70 ou 80 km/h, 3 ou 4 fois plus vite qu'un vélo ou qu'un vélo à assistance électrique. Donc, ça s'auto-régule. Oui, il y a une autorégulation, l'autorégulation par le nombre, peut-être. Donc, ça me choque pas tant que ça. Peut-être, je sais pas ce qu'on pourrait... Et en tant que piéton, peut-être En tant que piéton, c'est différent. Mais encore une fois, on parle beaucoup en France en ce moment des conflits, de partage de l'espace public entre piétons et entre cyclistes. Et pour moi, c'est révélateur à un moment donné, justement, que le conflit il porte entre mode actif et pas entre mode actif et mode motorisé. Ici, le choix a été fait quand même d'avoir une hiérarchisation multimodale de la voirie
très claires, très évidentes. Il y a des endroits, c'est la voiture qui est prioritaire. Il y a des endroits, c'est le piéton. Il y a des endroits, c'est le cycliste. Et au final, ça fonctionne pas trop mal. En me baladant à pied aussi, et pas qu'en vélo. À aucun moment, je me suis senti en insécurité parce que justement, les cyclistes restent sur les pistes, les piétons restent sur les espaces qui leur sont dédiés. Et au final, bon, il y a peut-être des fois un peu des questions d'interprétation quand tu arrives sur une intersection, où est ma place, etc. Quelque chose qui m'a un peu étonné, c'est qu'on n'a pas des passages piétons à toutes les intersections. Des fois, c'est juste 2 lignes. Ouais. Bon, puis du coup, tu m'as expliqué, mais voilà, il y a une question de priorité où quand on a le zébra et bon, quand on a juste les 2 lignes, le piéton n'est pas prioritaire. Donc, c'est juste une question de lisibilité de l'aménagement implicite. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, je trouve. On n'a pas tant de signalisation que ça. On a du jalonnement cyclable national, touristique, local, ou piéton d'ailleurs, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu une forêt de panneaux de signalisation routière. C'est aussi parce que l'aménagement, il a cette qualité qui fait qu'implicitement, on comprend où est sa place, où on doit se situer, et que globalement, ça se passe bien, même si, encore une fois, il y a des volumes. Enfin, c'est quand même extrêmement impressionnant. Évidemment, on voit les vidéos sur YouTube ou autres, et puis on se dit, ouais, aux Pays-Bas, il y a du monde, mais de le vivre et d'être dans cette foule, c'est encore différent. Ouais, le panneau serait un petit peu comme un aveu d'échec, au final. Oui, exactement. On avait cette discussion hier de dire, le panneau, au final, c'est comme de dire piste cyclable obligatoire. Pourquoi on a besoin de signaler si c'est évident, si c'est compris, intuitif. Si c'est intuitif, exactement. Ouais. Merci Benoît pour ces premières impressions. On ne doute pas que tu reviendras nous rendre visite ici à Delft. Puis si cette conversation vous a intéressé, n'hésitez pas à partager vos réactions, vos questions via notre site web mobicon.com. Bien aussi nos réseaux sociaux. Et puis, on ne va pas tarder à enregistrer d'autres de ces vidéos, de ces conversations. Il y a encore beaucoup de choses à discuter en français. Et donc, on vous dit à la prochaine. À bientôt.